Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Comme une comète avec Aurélie Cropp. Ce livre est paru le 20 octobre 2021. Aurélie Cropp, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez Comme une comète aux éditions La Boîte à Bulles, un livre qui traite de deux thématiques qui vous tiennent à cœur, le féminisme et l'albinisme. Alors, c'est l'histoire d'une jeune mère qui vit très mal son postpartum. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer c'est quoi un postpartum ? Alors le postpartum, c'est la période qui démarre pour les mamans une fois que le bébé est né. Donc il y a la grossesse, l'accouchement, et le postpartum, c'est à partir de l'accouchement jusqu'à ce qu'en gros ça aille mieux et qu'on ait accepté notre nouveau statut de mère. Alors là, c'est la période donc, qui suit la grossesse. Selon une étude, 7% des mères au cours des 3 premiers mois font l'objet d'une dépression. Alors pourquoi c'est un sujet encore un peu tabou, ce postpartum ? Alors c'est une période compliquée parce que déjà il y a des chamboulements hormonaux, corporels. En plus il y a un changement complètement de vie au niveau personnel, sociétal. Enfin tout change par rapport à ce qu'on a connu avant, et on est beaucoup moins informé sur cette partie-là parce qu'autant on est très sensibilisé sur toute la grossesse, sur l'accouchement il y a beaucoup d'informations, on est accompagné, etc. Par contre sur tout ce qui est la suite, une fois que le bébé est là, on est complètement lâché dans la nature, et du coup on découvre toutes les difficultés au moment où on est face à ça, et du coup ça m'étonne pas qu'il y ait ce pourcentage de dépression, mais au-delà des dépressions sévères, je pense que toutes les mères galèrent vraiment à cette période parce qu'en fait on découvre un peu, on s'était fait une idée de ce qui nous attendait mais qui est loin de la réalité. Alors, vous avez vous-même fait cette expérience postpartum, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Moi, je l'ai vécu comme un réel tsunami. Je m'attendais pas du tout à ça. La gestion du temps, du couple, de mon propre corps, de créer un lien avec ce nouveau petit être qui vient d'arriver. Enfin, ça chamboule vraiment tout. Et du coup, c'est vraiment compliqué. Il y a un réel deuil à faire de sa vie d'avant, en fait. Et comment vous l'avez surmonté, cette période ? Avec beaucoup de temps et beaucoup de difficultés, et je pense que c'est le temps et les étapes progressives qui font qu'on accepte, et puis on accepte le fait que de toute façon il n'y a pas de retour en arrière possible, donc on fait avec, on s'adapte, et puis on finit par retrouver un équilibre. Autre thématique du livre, l'albinisme, c'est une maladie qui touche une personne sur 20 000 en Europe, et là aussi c'est votre expérience directe que vous avez utilisée pour écrire ce livre ? Oui, alors en fait, ça s'est tissé vraiment avec mon postpartum, puisque mon bébé a eu un diagnostic d'albinisme quand il a eu 2 mois et demi. C'est la pédiatre, en fait, il y a des rendez-vous ponctuels pendant toute la période du postpartum avec les pédiatres, tous les mois. Et à 2 mois et demi, donc on a découvert ça, donc ça nous est tombé dessus, on savait pas du tout ce que c'était, on connaissait que des clichés, on avait zéro info, il a fallu partir à la pêche. Et du coup, ça a même un petit peu... chavirer le postpartum, puisque autant avant j'étais un petit peu passive, je subissais complètement, et quand on a eu ce diagnostic, en fait je suis repassée en mode actif en me disant bon bah maintenant il y a ça, va falloir se battre, trouver des infos, tout faire pour l'éveiller correctement, que tout se passe bien, mais du coup c'est les deux thématiques étaient vraiment entremêlées, donc je pouvais pas raconter une partie de l'histoire sans parler de l'autre. On peut peut-être préciser aux auditeurs, c'est quoi l'albinisme ? Oui, alors l'albinisme, en fait, c'est une anomalie génétique qui fait que le corps ne produit pas de mélanine, et ça a plusieurs implications. Donc la mélanine, c'est ce qui fait qu'on bronze et que notre corps est protégé des rayons du soleil. Donc les gens albinos n'ont pas de mélanine, donc les UV rentrent directement dans la peau, donc il y a des risques de développer plus tard des cancers de la peau s'ils mettent pas de crème solaire, en France en tout cas à peu près 6 mois par an. Mais le principal souci, et donc du coup il y a aussi pas de mélanine dans tout ce qui est pilosité, donc les poils et les cheveux sont très clairs voire quasiment blancs. Mais le principal souci, c'est qu'en fait, tous les gens au fond de l'œil ont de la mélanine, et c'est ça qui permet la vision de loin. Et comme les personnes albinos n'en ont pas, ils peuvent pas voir de loin. Donc ça se corrige pas avec des lunettes, ça ne s'opère pas. Le corps en fabrique pas, on peut pas en fabriquer de la mélanine artificielle. Donc tous les albinos en fait sont malvoyants à différents niveaux, mais voilà, ça va de quasiment aveugle à malvoyant. Vous avez décidé de donner 10% de vos droits pour ce livre à une association qui accompagne les parents d'enfants atteints d'albinisme. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'association que vous avez choisie ? Oui,
alors en fait, c'est la seule association française sur l'albinisme qui s'appelle Génespoir. Et du coup, ils informent, ils font des petits livrets à destination des parents et des personnes albinos qui expliquent un peu comment ça se passe. Ils organisent des rendez-vous annuels où les gens peuvent se retrouver. Il y a des interventions de médecins, de scientifiques, d'ophtalmos, de dermatos. Ça permet donc de se projeter aussi dans les métiers, de rencontrer des personnes, soit des enfants pour les parents qui viennent d'avoir un petit bébé albinos, des enfants plus grands pour se projeter, soit des adultes qui ont déjà différents métiers, qui ont déjà le parcours et qui du coup peuvent nous rassurer en nous disant tout ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et en fait, chaque année, ils ont un programme de recherche scientifique pour aider à mieux comprendre les anomalies, enfin tout ce qui est génétique, etc. lié à l'albinisme. Parce que du coup, en fait, tout l'argent pour la recherche scientifique va beaucoup à des maladies soit plus graves, soit qui ont plus d'impact sur la vie des gens. Parce que du coup, les personnes albinos peuvent être quand même relativement autonomes dans leur vie. Donc du coup, se récolter des fonds pour l'association et leur faire des dons en ligne, ça permet de les aider pour ces programmes où chaque année, ils choisissent 1 ou 2 scientifiques pour faire des recherches sur l'albinisme. Quel constat faites-vous aujourd'hui sur l'albinisme en France ? Il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser la population. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne connaissiez pas cette maladie avant d'y être confronté. Oui, alors c'est très méconnu. On a souvent les clichés. C'est des gens qui ont les cheveux blancs, la peau blanche et les yeux rouges, alors que c'est pas du tout le cas. Ils ont les yeux bleus ou un petit peu mauve, mais pas du tout les yeux rouges comme dans les films d'Hollywood où il y a beaucoup de clichés véhiculés. C'est vrai qu'on a aussi toutes les infos qui viennent aux gens dans les médias, c'est chaque fois qu'il y a un massacre, des enlèvements, enfin c'est que du négatif et du coup quasiment personne ne sait qu'ils sont malvoyants. À chaque fois que je parle de mon fils ou que je l'explique, les gens tombent un peu dénus. Donc cette bande dessinée, c'était aussi pour sensibiliser là-dessus et du coup aussi surtout l'accompagnement scolaire parce que du coup chaque rentrée, il faut réexpliquer aux instituteurs, aux professeurs, etc., aux animateurs que ils voient pas bien, ce que ça implique, qu'il faut faire quand même un petit peu attention, etc. Et du coup, si c'était un petit peu mieux connu, je pense que ça simplifierait la vie de beaucoup de personnes. Une anecdote toute bête, mais par exemple, parfois il y a des gens qui peuvent avoir une canne blanche et des lunettes noires dans le métro et malgré tout regarder leur smartphone, parce qu'en fait, on s'arrête toujours aux gens en disant qu'ils sont aveugles, mais être malvoyant et avoir une vision, par exemple, que de très très près, c'est ce qu'a mon fils. Et il n'a pas de canne blanche parce qu'il a une vision quand même un peu mieux développée. Mais voilà, il peut regarder de très près, mais de loin, il a une mauvaise vision. Et du coup, les gens, souvent, c'est soit noir, soit blanc, alors que il y a toute une gamme entre les deux et qu'il faut comprendre pour améliorer leur intégration dans la société, en fait. Alors justement, quelles pistes, quelles actions pourraient être envisagées pour améliorer le quotidien des personnes qui sont atteintes d'albinisme et de leur famille? Déjà, je pense que ce serait bien que peut-être le corps médical soit un peu plus sensibilisé ou que il y ait peut-être des brochures à disposition des écoles. Alors, je sais qu'il y a très peu de cas en France, mais voilà, en parler, ce serait pas mal. Et je pense que le gros boulot à faire, c'est aussi la représentation positive dans les médias ou dans la pop culture, parce qu'il y a tellement de clichés associés à ça que simplement arrêter de créer des méchants qui ont les cheveux blancs ou les yeux rouges ou tous les clichés qui accompagnent et avoir quelques représentations positives de personnes albinos, ça pourrait déjà être un grand pas parce que il y a énormément de films qui ont des méchants avec des cheveux blancs, même dans les dessins animés, quand on voit Kung Fu Panda avec le pan albinos qui est un gros psychopathe. Voilà, moi j'avoue que ça m'embête que mon fils ait ce genre de support, même petit, sous les yeux. Donc que ça arrive, que les changements arrivent par la pop culture ou la culture en général, quel que soit le type de différence, je pense que c'est un bon moyen de sensibiliser le grand public. Merci Aurélie Kropp d'avoir été avec nous dans le MAG. On peut également vous suivre sur Instagram avec le compte Pale and Delicate. Alors qu'est-ce que vous faites sur ce compte en quelques secondes, rapidement? Du coup, donc je fais des petites bandes dessinées. Je mets aussi toutes les coulisses de mes projets. Donc, par exemple, là, toute la bande dessinée, le soir, je postais toutes les stories avec les planches en cours, les recherches couleurs, quand je me posais des questions, tous mes doutes, etc. C'était les montagnes russes en direct. Et puis parfois, voilà, je mets des petits dessins, des petits croquis, des petites infos sur l'albinisme ou sur la maternité.
et puis tous les futurs projets qui vont démarrer maintenant que j'ai terminé ce premier livre. Merci beaucoup Aurélie Kropp d'avoir Merci été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Comme une comète, paru aux éditions La Boîte à Bulles, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.